Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour notre troisième webinaire. Sandrine Massé, titulaire de cette chaire, professeure à l'ESCP Business School, est très heureuse de vous retrouver pour ce début d'année académique avec donc un troisième moment de nos webinaires, de notre destination du Safari IoT à la découverte des nouveaux business models de l'IoT. Retour d'expérience d'entreprise leader en matière de création de valeur. Alors souvenez-vous, lors de notre premier séminaire, puis si vous n'aviez pas pu participer, nous avons la vidéo que vous pouvez trouver sur le site de l'ESCP et le site de la chaire. Donc nous avions reçu pour ce premier séminaire sur les business models de l'IoT, business model gagnant, la directrice générale d'Axon. Nous avions ensuite reçu pour le deuxième séminaire Nexity avec des problématiques et des approches et des angles différents. Et puis aujourd'hui, avec Violette Bouvray, nous avons la chance et la joie d'accueillir Thomas Olivier, responsable développement et partenariat, CEO Maïf Startup Club. Thomas, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour cette prochaine heure. Nous allons donc la passer ensemble et pouvez-vous déjà vous présenter en quelques mots? Merci Sandrine Violette pour cette invitation. Je suis ravi de passer ce moment avec vous et tous les auditeurs, même si je ne vous vois pas. Donc en complément de cette présentation rapide, donc responsable développement et partenariat au sein de la Maïf, plus globalement, moi j'ai beaucoup œuvré et je travaille toujours évidemment à travailler la transformation du groupe Maïf dans un milieu, l'assurance, vous le savez, qui est au cœur de beaucoup de missions, qui en tout cas les subit, et travaille sur la transformation qui nous a permis, vous le verrez, d'expérimenter quelques projets tech avec certains objets dont on reparlera tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction qui, où nous verrons donc tout à l'heure ces présentations et ces retours d'expérience. Et dans cette troisième destination, donc de notre Safari IoT, nous allons nous intéresser aux POC, les Proof of Concepts de l'IoT et leur déploiement. Alors, selon une étude menée par Microsoft et le Boston Consulting Group, le BCG, donc au printemps 2019, sur plus de 3000 responsables en charge des décisions IoT dans 6 pays, une majorité d'entre eux déclaraient avoir des initiatives en cours autour de l'Internet des objets. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, en ce qui concerne les taux de réussite, là, c'est plutôt la mauvaise nouvelle. Ils étaient moins de 1 sur 4 à déclarer des taux de réussite élevés, avec donc ce qu'on appelle de la réussite, des projets largement déployés et un faible nombre donc d'échecs de ces proof of concept. Alors, nous sommes en 2021, il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis ces 2019 où a été fait cette étude. La pandémie a-t-elle permis d'accélérer les projets, leur réussite? Pas forcément. Donc, relativisons d'ailleurs ces chiffres relativement bas en termes de réussite. En effet, à quoi sert un POC? Qu'est-ce qu'un POC? Un proof of concept, en français, une preuve de concept, ou des fois on l'appelle une démonstration de faisabilité. En effet, le POC est une expérimentation qui va servir à valider des hypothèses. Alors, quels sont les enjeux financiers, humains? Je vous propose de le résumer dans une petite matrice décisionnelle. En effet, si on fait un POC, c'est déjà parce qu'on a développé et trouvé, identifié des opportunités. Nous allons faire le POC, les hypothèses que l'on a pu émettre vont être validées, donc les hypothèses vont être non validées, no go. Maintenant, il s'avère parfois que les opportunités qu'on avait peut-être détectées, on s'était peut-être parfois un peu trompé, ou vont mettre un petit peu plus de temps finalement à se développer que nous l'avions anticipé. Donc, opportunités de marché, elles vont s'avérer finalement fortes ou faibles. Donc, vous le voyez, nous avons 4 cases. 4 cases. La première, en haut à gauche, on avait décidé grâce au POC Go, les hypothèses ont été validées. Il s'avère que oui, les opportunités qu'on avait anticipées, elles sont bien là. Bravo, on déploie et c'est une bonne décision. Maintenant, on l'a vu, c'est des chiffres qui parfois sont peut-être un peu faibles, et particulièrement dans l'IoT dont on parlera tout à l'heure pour ses spécificités. En l'hypothèse non validée, on avait plutôt obtenu un no-go de la part du POC. Finalement, les opportunités de marché, on peut s'en rendre compte peut-être plusieurs temps après. On se rend compte que oui, elles étaient vraiment faibles. On n'a pas déployé, c'était la bonne décision. Bravo. Donc, j'ai envie de dire, sur cette diagonale, tout se passe bien. Cette diagonale décisionnelle. Sur l'autre diagonale, c'est là qu'il y a un peu plus de soucis. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. On avait donc, premièrement, des hypothèses qui n'étaient pas validées grâce au POC. Donc, on avait dessiné un no-go, mais il s'avère que finalement, il y avait des opportunités de marché qui étaient vraiment fortes.
Là, ce sont des opportunités perdues. Et c'est la raison pour laquelle le non-déploiement, finalement, d'un POC a bien sûr des grosses conséquences. Des conséquences qui peuvent être des pertes de marché, qui peuvent être laisser la place aux concurrents, qui peut être l'avenir stratégiquement de votre entreprise. Et le dernier carré, on a décidé d'y aller, donc go. Mais finalement, les opportunités de marché se font attendre, elles sont plutôt faibles. Donc on déploie, mais c'est une mauvaise décision. Ce sont des investissements perdus, des ressources qu'on n'utilise pas sur autre chose. C'est voilà, donc de l'expérience et de l'expertise acquise. Mais c'est une perte financière, humaine et en termes de ressources. Donc les enjeux à passer d'un POC et à utiliser les conclusions d'un POC pour un déploiement, les enjeux sont vraiment là. Alors, souvenez-vous, nous avions donc lors du premier séminaire décidé de prendre l'angle du business model et nous avions décidé d'utiliser un outil et de vous présenter un outil, plus particulièrement le business model Canva. Nous voudrions, et je souhaiterais dès maintenant, réinscrire finalement cette problématique du déploiement et du POC vers le déploiement et vers l'échelle dans cette optique, dans cette perspective du business model Canva. Donc, au milieu, nous avons notre proposition de valeur. Et puis ensuite, nous avons surtout à droite la désirabilité, à gauche la faisabilité et tout en bas la viabilité. Le POC va nous permettre de tester les uns et les autres. Donc à nouveau, ces hypothèses, la désirabilité, la faisabilité et la viabilité. Ce que je voudrais maintenant, c'est expliquer avec ce BMC pourquoi la transition d'un POC à l'échelle est parfois si compliquée. Alors commençons tout de suite à droite avec la désirabilité. Et donc cette partie à droite, le client, le consommateur, ses attentes, la relation, les différents canaux. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que le temps du POC permet d'évaluer correctement la désirabilité? Le POC va permettre de mesurer cette adoption, la vitesse d'adoption, les freins, les facilitants. Il demeure que dans des produits technologiques tels que l'IoT, l'adoption dépend de deux facteurs. Premièrement, les bénéfices, les valeurs d'usage que l'on va apporter. Mais deuxièmement, la facilité, la simplicité d'utilisation du produit technologique. Et j'aimerais insister sur ce second point. Nous avons écrit avec Violette Beauvray un cas, nous l'avons déposé à la centrale des cas sur l'adoption d'objets de smart home avec une entreprise d'assurance, avec des résultats d'un POC. Et nous avons observé qu'en effet, ce deuxième aspect, la simplicité d'utilisation est un point de friction énorme en termes d'installation, de mise en connexion avec d'autres objets, de programmation, de la prise en main, en fait, de l'ensemble de ces solutions. Alors, si le POC, on passe la moitié ou trois quarts du POC, du temps, qui est souvent un temps long, en fait, dans la mise en place et l'explication du produit, comment conclure ensuite? Comment conclure sur l'essentiel qui va être l'adoption, la valeur? Ça pollue, l'objectif du POC, ces problèmes techniques qui ne peuvent réellement mesurer finalement la vitesse de diffusion, l'adoption des solutions. Donc, bien sûr, il est extrêmement important, s'il y a des difficultés techniques d'usage, de setup, de les résoudre, mais certainement en amont du POC. Donc, un conseil serait de préparer soigneusement, particulièrement cette partie, pour une prise en main par les utilisateurs la plus simple possible. Autrement, le risque est de ne pas mesurer l'essentiel. Ensuite, regardons la partie à gauche sur la faisabilité. Alors, les projets autour de l'Internet des objets possèdent, comme vous le savez tous, des spécificités qui les distinguent des autres initiatives numériques, notamment la présence de capteurs. Alors, ces particularités amènent des questions d'ordre juridique, technique et financière, de faisabilité. Donc, si pendant le POC, l'aspect juridique est circonscrit au périmètre du POC, lorsqu'il y aura déploiement, il sera nécessaire de vérifier que l'entreprise a le droit de placer les capteurs aux emplacements envisagés. Veiller à bien définir les responsabilités en cas de collecte de données à caractère personnel. Donc, l'activité juridique est une activité clé dans le déploiement. C'est une des cases à gauche de la faisabilité et elle demande des ressources en experts sur ce sujet. Sur le plan technique, l'enjeu va se situer davantage au niveau des ressources en compétences. L'IoT est la croisée de plusieurs domaines, informatique, électronique, télécommunications. Cette complexité technologique, ainsi que le manque de connaissances et de ressources, qui sont d'ailleurs cités comme les principaux freins, empêchent les entreprises de déployer davantage l'IoT, comme l'indique l'enquête Microsoft BCG. C'est une de ses conclusions. La plupart des solutions POC sont prêtes à l'emploi, avec un minimum de ressources de programmation. Quand il s'agit de déployer, intégrer ces services dans une infrastructure d'une grande envergure et ancienne, c'est beaucoup plus compliqué, une autre paire de manches. Les grands groupes redoutent l'étape du déploiement informatique
et reculent souvent devant l'ampleur de la tâche. Ensuite, regardons tout en bas la viabilité et l'aspect ROI. Dans l'enquête évoquée précédemment, la première cause d'échec d'époque IoT est le coût élevé du passage à l'échelle, suivi par la difficulté à démontrer un retour sur investissement, un ROI clair. Bien sûr, les POC servent avant tout à valider des hypothèses pour évaluer des gains potentiels résultant de la mise en place d'une solution. Réduction de délai d'intervention, diminution des pertes sur les matières premières, par exemple. Pour bien évaluer le retour sur investissement, il faudrait d'emblée adopter une perspective axée sur le déploiement, précisant les éléments à valider dans cette optique. Le POC doit permettre donc d'apporter des bonnes informations, de bons indicateurs, temps d'utilisation, consommation d'énergie, nécessaires pour évaluer le coût du déploiement. Est-ce toujours réfléchi à l'avance? Est-ce toujours intégré dans le POC? Pas forcément. C'est une autre, peut-être, explication de cette difficulté à déployer. L'évaluation du ROI doit aussi se faire en dehors du POC, mais le bilan doit aller plus loin que le POC. En parallèle des validations sur l'usage, le POC devrait être accompagné d'une estimation des coûts de production des objets, de formation, de maintenance, d'entretien, de réparation des objets sur le périmètre de généralisation qui est envisagé. Donc ça peut être, on fait le POC sur un site et puis après on va déployer sur plusieurs sites. Combien tout ça va coûter? Alors, à gauche de la partie du BMC et tout à gauche, on a aussi une case qui est extrêmement importante, qui sont les partenaires. Ils sont nombreux dans le cas de l'IoT. Grands groupes, start-up, PME, partenaires de l'écosystème, de la chaîne IoT, des capteurs à la transmission de la data et l'action. En travaillant avec des start-up spécialisées de l'IoT, les grands groupes, les ETI aussi, profitent de l'expertise technique acquise par ces dernières. Néanmoins, mener un déploiement avec une start-up implique également quelques adaptations. Dans l'idéal, le POC devrait réunir l'ensemble des partenaires qui sont partie prenante du projet en vraie grandeur. Si le POC a été bien préparé, tous ces acteurs clés devraient être identifiés en amont, informés de la réalisation du pilote. Est-ce que c'est fait? Mais est-ce que c'est même faisable en période de POC? Par exemple, lors du POC, les startups dialoguent avec un nombre limité d'interlocuteurs, généralement la direction de l'innovation et quelques représentants des métiers. Au moment de passer au déploiement, de nombreux acteurs supplémentaires entrent en jeu. Cette étape marque en effet l'entrée dans un processus complet de vente dans lequel les achats, la DSI, la direction juridique, parfois même le comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail auront leur mot à dire. Bref, de nombreux acteurs qui étaient non présents pendant le POC, ce qui peut ensuite, bien sûr, expliquer la difficulté à pivoter du POC à l'échelle. De plus, selon le partenaire, la vision du POC n'est pas le même. Pour les startups, par exemple, il est vital d'avoir des projets qui passent en phase de déploiement, les POC n'étant pas suffisants pour leur permettre de grandir. Les startups doivent aller vite. Elles ont une vraie problématique de time to market. Des cycles de décision et d'achat trop longs peuvent pénaliser ces jeunes pousses dans leur développement. Au contraire, dans un grand groupe, le POC implique un engagement assez minime, tout en permettant d'évaluer la capacité de la solution à répondre aux attentes du grand groupe et de voir surtout si la collaboration entre les deux parties prenantes peut être envisagée à grande échelle. Un défi majeur, à l'exception des startups, les entreprises possèdent un patrimoine, un héritage, leur passé, leur organisation avec des habitudes, une culture. Il est complexe de pivoter rapidement, c'est-à-dire oublier un modèle passé pour muter vers un nouveau business model de l'IoT. La transition d'un modèle d'assurance de mutualisation vers le paiement à l'usage pour un grand groupe tel que la Maïf a des conséquences gigantesques. Thomas pourra nous en parler ou en témoigner. Alors, le déploiement impose d'accepter divers engagements, une ambition forte de la part de la direction des entreprises, un véritable engagement en matière de déploiement de l'innovation, l'acceptation des défis humains, techniques, des investissements considérables, une refonte des services informatiques. Voici quelques clés pour lancer notre réflexion aujourd'hui. Donc, je laisse la parole maintenant à Thomas. Merci beaucoup encore Thomas de nous faire bénéficier de votre retour d'expérience sur ces projets que vous avez menés à la Maïf. Merci beaucoup Sandrine. Je témoigne vraiment avec beaucoup d'humilité. C'est vraiment un retour d'expérience que je vous propose, qui j'espère viendra illustrer certains propos que Sandrine vous teniez là à l'instant. Je sais qu'il y aura aussi quelques questions que nous pourrons prendre et qui seront posées donc plutôt en fin de présentation. Je vais tout de suite partager le support qui va
qui va soutenir un petit peu mes propos. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les quelques mots de présentation pour garder un petit peu la surprise, peut-être que ça avait été partagé. On avait décidé avec Sandrine et Violette de nommer un peu cette séquence les superflus. Avec un humour peut-être douteux, mais en tout cas qui, comme vous vous en doutez, veut dire à la fois, oui, on fait souvent l'apogée de la technologie et de tout ce qui en découle, c'est-à-dire finalement un accès à de la data, à de la donnée qui fait briller les yeux de tout le monde, en particulier des investisseurs, parce on se dit bien hein, que aujourd'hui, la data, c'est ce qui a le plus de valeur, donc comment on la collecte et comment on en fabrique des nouveaux modèles. Mais superflu, c'est aussi peut-être une forme parfois de fantasme, de manque d'objectivité ou de difficulté à bien discerner l'apport réel d'une technologie dans un nouveau modèle économique. Et vous savez, c'est l'image hein, très très connue de la ruée vers l'or, l'Eldorado, et dans cette histoire-là, ceux qui ont gagné le plus d'argent, c'est les vendeurs de pelles. Et moi, j'ai toujours un petit peu ça en tête, c'est-à-dire que je suis toujours un petit peu attentif à savoir qui me pousse l'innovation, qui m'incite à faire le POC. Est-ce que c'est le cabinet conseil, le vendeur de la technologie, ou est-ce que ce sont finalement mes clients ou mes collègues internes? Et déjà, répondre à cette question donne déjà une indication sur le sens qu'on pourra donner au mot superflu. Donc, c'est un petit peu cette idée-là là, qui a structuré ce que je vais vous présenter dans les pages suivantes. Avec, pour commencer, simplement une rapide mise en perspective un petit peu de la chaîne de valeur de l'assurance pour y raccrocher dans les exemples que je vais vous donner. En commençant, avant de rentrer dans notre cœur business, mais simplement, et comme dans plein de domaines, garder en tête 4 entrants stratégiques majeurs qui nous concernent. On va y revenir beaucoup, mais c'est évidemment l'irruption des technologies les unes après les autres dans notre cœur de métier. Et là aussi, si je relativise, l'une des premières grandes disruptions qu'il y a eu dans notre secteur d'activité, il y a très longtemps maintenant, mais c'est l'arrivée du téléphone. Quand le téléphone est arrivé, certaines organisations assurantielles, comme les mutuelles sans intermédiaire dont nous faisons partie, ont disrupté le marché de l'assurance avec un nouveau modèle économique, une nouvelle façon d'opérer son service. Le deuxième, c'est évidemment l'environnement concurrentiel. Environnement concurrentiel avec des acteurs classiques, mais dans notre secteur, avec ce qu'on appelle classiquement des nouveaux entrants. On va penser évidemment en premier lieu aux insurtech, mais vous verrez aussi qu'il y a d'autres acteurs qui, de par leur position, leur capacité en fin de compte à collecter la data et l'interpréter et la restituer, se proposent de devenir assureurs. On pense à des gens comme Amazon, Alibaba ou encore Tesla. Ensuite, il y a les clients. Les clients, évidemment, grande mutation sociologique actuelle, un climat quand même de peur de l'avenir, des risques climatiques qui les touchent, des différences sociologiques entre différentes générations, et en particulier les trentenaires qui sont fortement digitalisés. Et donc, évidemment, derrière, une façon d'avoir accès, de consommer, de comprendre le sens de l'assurance qui n'est pas tout à fait le même. Et enfin, un secteur très, très, très réglementé, évidemment, parce qu'on se doit d'honorer quelque part financièrement les risques pour lesquels des assurés auraient souscrit un contrat, et donc évidemment de montrer que tout ça est bien géré. On a ces 4 entrants. Ces 4 entrants, comment ils viennent perturber la chaîne de valeur? Je donnerai quelques exemples. Si on la simplifie, au moment de s'informer sur les besoins assurantiels, où sont les assureurs, comment souscrire, il y a déjà ici, en fin de compte, vous le verrez, des perturbations. Des perturbations parce que l'assurance va être agrégée, recontextualisée dans des services, et vous consommerez de l'assurance par défaut parce que vous consommez d'abord le service. Et donc, à ce moment-là, la capacité d'un acteur, en fin de compte, à très très vite cerner le profil de risque par de la donnée, typiquement, va pouvoir, en fin de compte, accélérer ce début de chaîne de valeur. Au niveau de la souscription, tout ce qui va permettre l'assurance comportementale, l'assurance à l'usage, l'assurance automatisée, là aussi va venir perturber les modèles et jouer un petit peu sur des tensions concurrentielles. Et enfin, dans toute la chaîne de conseil, support, gestion, assistance, le robot assureur, là aussi, donne de plus en plus de perspectives, en particulier dans le domaine de ce qu'on appelle l'assurance vie et de la finance. Donc, on garde un peu en tête cette chaîne de valeur, et on y reviendra dans les différents exemples que je vais vous proposer.
Je passe vite sur ces premières diapos. Le deuxième élément de contexte un peu à avoir en tête, c'est, j'allais dire, le continuum d'innovation qui peut être le nôtre dans une société comme la Maïf. Pour simplifier, garder en tête une logique d'amorçage. Comment on amorce un POC, comment on amorce en fin de compte une expérimentation avec la question clé de départ, c'est pourquoi on le fait au départ. Est-ce qu'on le fait parce qu'on est gentiment poussé par des fournisseurs de services ou d'études, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a détecté un besoin client? Une fois qu'on a fait ça dans cette première étape d'amorçage, évidemment, le but du jeu va consister à bien connaître nos savoir-faire existants, nos actifs, et voir comment on pourrait le compléter par les actifs de partenaires. D'accord? C'est un petit peu, est-ce que c'est de l'innovation entre nous, entre nos quatre murs, ou est-ce qu'on est en open innovation et qu'on s'hybride finalement avec d'autres acteurs? La deuxième grande étape, qui peut prendre plus ou moins de temps, ça va être la structuration. C'est-à-dire comment on structure cette capacité à innover avec le partenaire. En particulier, si le partenaire est un jeune partenaire innovant, dit autrement une start-up. Ça a son importance parce que la culture, parler le même langage, euh, travailler un même rapport au temps, un même effort dans l'investissement, va devenir très très vite un facteur clé de succès, non pas de l'innovation proprement dit, mais même du POC. Il y a des POC qui échouent par, j'allais dire, un manque d'empathie, par un rapport de pouvoir, parfois de condescendance. Pas toujours du gros vers le petit, mais parfois aussi dans l'inverse. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut avoir parfois des acteurs très innovants qui, forts d'une maîtrise de la technologie, vont imposer une façon de voir le POC à un grand groupe. Et donc, dès ces moments-là, au moment de la structuration, ça peut capoter. Et dès que la structuration est bien lancée, qu'on est bien coordonné, eh bien, on va consolider un petit peu le POC, on va lancer réellement l'expérimentation, on va collecter les insights et les data. Et le but de jeu, évidemment, sera de travailler ça pour savoir si est-ce qu'on tient là une innovation de rupture, est-ce qu'on va venir perturber le marché avec, j'allais dire, un produit innovant, ou est-ce qu'on va apporter sur le marché une innovation qui aura le bénéfice de l'image, qui va apporter, j'allais dire, de l'empreinte média, qui a de la valeur, qui va venir souligner un nouveau trait d'ADN d'un groupe comme Maïf, mais qui mettra du temps à devenir un vrai produit, j'allais dire, relais de croissance. Donc cette matrice-là, amorçage, structuration, consolidation, rupture, c'est un petit peu les grandes étapes qu'on garde en tête quand on lance un POC. Un exemple que je vais dérouler ici, le marché de l'automobile, le marché de l'assurance auto. Ce marché-là, il est très intéressant à regarder. Pourquoi? Parce que ça a été la colonne vertébrale historique en France de la création des gros assureurs qui sont encore là aujourd'hui. C'est assez simple. On est au début du siècle dernier. Une assurance obligatoire à tout propriétaire de véhicule qui veut rouler avec. Et donc, cette assurance obligatoire crée un pulse très très simple où il y a des assureurs industriels qui se mettent en place avec assez peu de contrats pour beaucoup de clients. Peu de contrats en termes de diversité. Tout le monde fait à peu près la même chose. Et on a un marché devant nous qui est gigantesque, ce qui, en fait, compte encourage à l'essor industriel des grands assureurs, des assureurs de masse. Deux grandes perturbations à ça. Hein. Donc vous avez la même pièce de pulse qui est à gauche, là, on va dire le véhicule personnel thermique qui est assuré. Deux grandes modifications. La première modification, c'est que l'arrivée de la technologie, l'arrivée de la capacité à émettre de la data, à avoir des objets connectés dans les véhicules ou ailleurs, sur le marché purement de l'assurance auto, commence à donner beaucoup d'informations pour personnaliser le contrat et surtout personnaliser le risque et la souscription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une tendance, qui est une tendance aussi de société, où chaque individu se dit, mais pourquoi est-ce que moi, je paierais une certaine tarification qui est basée sur des algorithmes et des critères un petit peu généraux, alors que je suis capable de prouver par A plus B que j'ai une signature de conduite qui est moins risquée que les autres. Et donc, j'ai envie de trouver un assureur qui reconnaît et qui utilise cette donnée-là, avec tout un tas d'enjeux dont on parlera après, entre notamment les modèles de mutualisation du risque et l'assurance sur mesure.
C'est pour ça aujourd'hui, sur le marché de l'automobile, que vous commencez à voir apparaître de l'assurance auto au kilomètre, à l'usage, dans certains pays au comportement. Voilà. Donc c'est issu de cette modification, de cette capacité à avoir de la donnée. Et puis le deuxième grand changement, c'est le cube là en 3D du bas, c'est qu'aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, posséder une voiture, l'assurer à l'année pour l'utiliser que de temps en temps, ça devient de moins en moins pertinent, alors que par ailleurs, il y a des solutions de mobilité dans le leasing, la façon de se déplacer au quotidien, le covoiturage, l'autopartage, qui permettent finalement de penser l'assurance, non pas du véhicule de quelqu'un, mais l'assurance de la personne qui se déplace. Et là, du coup, on switch un petit peu et on en vient à trouver aussi le besoin d'utiliser d'autres objets connectés nous renseignant sur la personne qui se déplace. Et là, évidemment, l'un des objets les plus connus aujourd'hui, c'est le smartphone qui lui aussi émet de la donnée. Donc, on partage cette conviction-là. Vous voyez, on est au moment de l'amorçage par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et typiquement, dans les missions qu'on peut nous demander à la Maïf, il y a quelque part cette question provocante mais absolument vertueuse qui serait Thomas, au lieu de faire des beaux dessins et des beaux puzzles, met en place des POC, des expérimentations, et met un peu les mains dans le cambouis et revient avec des insights réels. Et donc, suite à ce genre de réflexion d'amorçage, on va rentrer dans des POC. Le premier que je vais vous présenter là, c'est un POC qu'on a lancé il y aura bientôt 10 ans, qui s'appelle Toast. Toast, ça veut dire test d'une offre d'assurance télématique. Là, le principe a été très simple. On a d'abord mis en place un focus group. Donc, on a recruté une centaine de sociétaires dans une région très circonscrite. On les a un petit peu initiés au principe de la télématique. Du coup, on en a profité aussi à l'époque, c'était il y a 10 ans, remettez-vous en arrière, à la gestion des données individuelles. Donc, on leur a dit, voilà, on va collecter sur vous des données individuelles de conduite. Voilà comment elles vont être stockées, comment elles vont être protégées. Voilà ce qu'on va en faire. Et surtout, on va venir vous voir parce qu'on va avoir besoin de vous pour qu'on vérifie que les données ont du sens et qu'elles sont bien interprétées. Ce POC, il a consisté à équiper donc une centaine de sociétaires, une centaine de véhicules au départ, puis plus après, avec un boîtier télématique qui était branché sur le CAN bus du véhicule et récupérer un maximum de données. Les accélérations, les freinages d'urgence, qui croisaient ces données-là avec des bases de données externes, la météo, les cartes, les zones avec leur limitation de vitesse, ce genre de choses. Quand on a eu ces données ensuite, on en a fait des interfaces personnelles pour restituer la donnée. C'est typiquement le premier écran que vous avez là à droite. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose qui ressemble presque à de la R&D, presque de l'ingénieur, mais c'était complètement voulu. Et grâce à ça, a commencé en fait à s'enclencher une dynamique collaborative avec le client testeur, le sociétaire testeur, pour comprendre si la façon dont nous on voyait de la valeur dans la donnée avait de la valeur pour lui. Et là, c'est un premier enseignement. Ce qui peut avoir de la valeur pour nous dans le calcul d'un tarif, d'une signature de conduite, restitué de cette façon-là et aussi simplement que ça, c'est-à-dire trop simplement, n'a pas de valeur en fin de compte pour l'utilisateur. Il va aller une fois, 2 fois, 3 fois par mois au départ sur son espace personnel. Il va y aller une fois le deuxième mois et puis ensuite il n'y ira plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une motivation de fréquence d'utilisation de cette donnée-là pour l'utilisateur final qui lui permettrait de jouer un rôle actif dans la durée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a beau avoir la donnée de conduite, mais l'interprétation de la donnée de conduite, en réalité, quelle valeur on lui donne. Je vous donne un exemple très très simple sur ce type de sujet-là. Vous êtes au volant de votre véhicule et vous freinez très brusquement. Le boîtier, qui lui est aveugle, qui n'est pas encore un robot humanoïde intelligent capable de tout enregistrer, il restitue, informatiquement parlant, une information disant « vous avez freiné brusquement ». L'interprétation de cette donnée peut être double. Vous avez freiné brusquement parce que vous étiez en train d'envoyer un SMS sur votre téléphone et vous n'avez pas vu un enfant sortant de l'école traversant devant vous, et vous freinez. Cette donnée-là devrait interpréter un comportement de conduite dangereux,
et qui mériterait, j'allais dire, une classification du risque plutôt chez les mauvais conducteurs. Mais ça peut être aussi, vous passez à côté d'un bus et un enfant traverse en fait au feu rouge. Il ne vous voyait pas, mais vous le voyez. Là, c'est la même donnée traduit un comportement de conduite extrêmement vertueux. Vous étiez très attentif avec un très fort niveau de réflexe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la même donnée va traduire deux comportements complètement différents. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas encore toutes les technologies qui permettraient réellement à un assureur de dresser une corrélation forte entre la signature télématique rendue possible par des objets connectés et la réalité du comportement de conduite. Deuxième étape enseignement de ce test-là, je vous disais que les premiers écrans vue sociétaire ne rend pas possible l'engagement, l'implication pleine et entière dans le temps de nos différents profils d'assurés. Donc évidemment, dans ces cas-là, on a travaillé l'interface, on a essayé de faire quelque chose de plus, commode d'un point de vue design, accès à la donnée, c'est un peu les écrans que vous avez à gauche. Et puis, on a réfléchi aussi à se dire, mais pourquoi est-ce qu'un sociétaire aurait envie d'aller voir ces données? Et a fortiori, pourquoi un sociétaire, conducteur, aurait envie d'améliorer sa conduite? Sachant que dans ce test-là, on ne faisait pas de lien avec la tarification de son contrat d'assurance, évidemment. Vous imaginez l'un de vos clients qui s'engage dans un test et comment dire, à la fin, il est lésé parce qu'on exploiterait sa donnée contre lui. Non, non. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'à droite, on a essayé de gamifier l'exploitation de la donnée télématique pour rendre créer quelque chose de sympa. Et donc, en fait, on a créé une application qui a duré pendant un peu plus d'1 an et qui permettait, en fin de compte, de jouer à des jeux sur smartphone. C'est-à-dire que mieux vous conduisiez, plus vous gagnez des points et plus vous pouviez rentrer dans un jeu collaboratif de course, en fait, en achetant des véhicules, en les équipant et en mettant en place des challenges contre d'autres sociétaires. Et au fur et à mesure comme ça s'alimentait et vous gagnez différents points pour aller plus loin dans le jeu. Là aussi, même si c'était du test et que certainement que les professionnels des jeux sur smartphone font des choses beaucoup plus puissantes, mais on a bossé avec des experts malgré tout sur le sujet, on s'est rendu compte que ça marchait très très bien pendant 3, 4, 5 mois, mais que là aussi, finalement, tenir un jeu qui crée de l'attention, de l'économie de l'attention et donc du clic pour y aller et pour engager le sociétaire, ça ne s'improvise pas. Et donc, ce test-là de Toast n'a pas été un échec dans le sens où il perdure aujourd'hui. On est aujourd'hui à la 3e génération de tests télématiques, mais vous voyez bien que ça fait 10 ans qu'on est en expérimentation de la télématique. C'est-à-dire qu'on a cette capacité à relativiser les a priori positifs de l'installation d'un boîtier dans un véhicule pour ne pas venir, j'allais dire, prématurément transformer le modèle de notre contrat d'assurance. Aujourd'hui, un contrat d'assurance en France, il y a très peu de marge dessus. Donc, tout assureur qui, en France, mettrait un boîtier dans une voiture aurait du mal à le financer par l'unique service assurantiel qui est rendu. Donc, tout à l'heure, Sandrine parlait du ROI. Ça, c'est évidemment un point qu'on a en tête. Probablement que dans le temps et au fur et à mesure, le véhicule qui soit connecté en première monte ou grâce à un boîtier permettra d'aller plus loin dans des solutions assurantielles. Mais au moment où je vous parle, les contextes de marché font que les planètes ne sont pas alignées pour imaginer une généralisation de ce type de contrat par boîtier. En revanche, la même expérimentation nous a, nous, Maïf, fait grandir sur le rapport, en fin de compte, au boîtier et à la donnée. Et on a fait des choses beaucoup plus simples. J'allais dire, excusez-moi, beaucoup moins superflues. C'est-à-dire que plutôt que de connecter 150 données télématiques, il y a une donnée qui nous intéressait, qui est évidente, mais on n'y pense pas, qui est de savoir tout simplement quand est-ce qu'un sociétaire conduit son véhicule. Cette donnée-là, on l'a croisée avec le nombre de véhicules qu'il possède. Je suis sociétaire Maïf, j'ai une voiture et j'ai une moto. Jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas être en train de conduire les deux en même temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un contrat d'assurance qui s'appelle 4+2 et qui permet de geler
l'assurance dommage du véhicule qui n'est pas conduit au moment où l'autre est utilisé. C'est un flux numérique, il y a de l'IoT, mais vous voyez, c'est pour une application extrêmement simple, basique de ce que l'on veut faire, et du coup avec beaucoup plus de valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. Un deuxième exemple un petit peu plus vite, parce que je vois le temps qui défile là. Vous êtes sur ma page de tout à l'heure, là, avec les Pulse. Je vous ai raconté un premier exemple qui allait sur les contrats d'assurance spécifiques. Et en bas, il y avait ce cube 3D sur le rapport à la mobilité. On a testé aussi ça. On a testé côté Maïf l'opportunité pour un acteur de l'assurance de devenir opérateur de mobilité. Donc, on a mis en place en 2011, avec plusieurs partenaires, Cool Cities, Antenia, même Blablacar à l'époque, on a créé, donc il y a plus de 10 ans maintenant, l'un des premiers agrégateurs de mobilité. On appellerait ça aujourd'hui un Mobilité as a Service. C'était une plateforme qui s'appelait Zaleo et qui agrégeait les services d'autopartage, de covoiturage, de transport public, de vélo, de bateau même sur Bordeaux, et qui permettait à un utilisateur de rentrer un point de départ, un point d'arrivée, d'enregistrer ses préférences, c'est-à-dire je préfère faire du vélo quand il fait beau, par exemple, et le calculateur de trajet lui sortait un trajet avec une assurance dédiée et intégrée à ce trajet. C'est-à-dire que vous étiez assuré en tant que personne qui se déplace, et pas par rapport au véhicule que vous conduisiez. On était extrêmement heureux du projet, de tout ce qu'on a découvert sur ce projet-là, et pourtant, l'expérimentation a échoué. Pourquoi elle a échoué? Elle a échoué pour des éléments qu'a touché du doigt Sandrine tout à l'heure quand on était sur le Canva. C'est que dans les parties prenantes, il y a aussi tout simplement les territoires, les villes. Il y a, j'allais dire, aussi le changement culturel. Et notre innovation est arrivée trop tôt sur le marché. Elle n'est pas arrivée au bon moment. Il n'y avait pas assez de volume, de densité d'utilisation. Maintenir un agrégateur de mobilité, une technologie mobilité as a service, sur lequel plusieurs partenaires sont branchés, qui doivent se rémunérer, qui doivent amortir leurs coûts, qui doivent espérer de la rentabilité, nécessite évidemment une énorme densité d'utilisation. Rien que sur les expérimentations, en fin de compte, on avait du mal à avoir ce volume de tests nécessaire. Pourquoi? Parce que là aussi, l'accès direct à l'utilisation, quand elle est rentrée dans les mœurs, rend compliqué d'en sortir. Je veux dire par là, on aura tous le réflexe de d'abord appuyer sur notre smartphone et d'aller chercher l'application de notre opérateur préféré, qu'il s'appelle Uber, Taxi G7 ou je ne sais quoi, plutôt que d'aller chercher une interface dans laquelle il faut à nouveau rentrer différentes informations pour se déplacer. Je vais passer cet exemple-là, ne m'en voulez pas. Je vais aller sur un dernier exemple pour changer de domaine. Je vous ai parlé beaucoup du secteur de la mobilité. Là, je suis sur le secteur de l'assurance habitation, avec un exemple et une histoire moi, qui m'a beaucoup marqué sur tous les plans, professionnels mais même personnels avec les fondateurs de cette start-up-là. J'ai eu la chance de rencontrer, il y a maintenant de ça quelques années, deux jeunes entrepreneurs russes qui débarquent en France, qui débarquent à Paris, et qui se rendent compte qu'il y a un truc un peu bizarre, notamment à Paris, quand par mégarde, en fait, on claque la porte de chez soi en ayant laissé les clés, ou qu'on doit appeler en fait un artisan en urgence parce que la chaudière marche pas. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était jamais très rassurant. On leur dit que l'intervention allait arriver dans l'heure, et 3 heures après, il n'y avait personne. On leur disait votre réparation va coûter 100, et au moment de finalement de payer, une fois que c'était trop tard, j'allais dire, ça coûtait 500. Et puis, ils se rendaient compte aussi qu'il y avait tout un tas de trucs de pas compris avec les assureurs. Est-ce que c'est pris en charge ou pas pris en charge, en fait, dans le contrat d'assurance? Et donc, tout ça pour vous dire que nos amis ont identifié un vrai pain point sur le refus de prise en charge sur tout ce qui relevait du dépannage d'urgence. Ils ont eu une idée qui était de dire, utilisons des technos hyper simples pour connecter des écosystèmes. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont animé l'écosystème des artisans et ils les ont formés au digital. Ils leur ont montré comment ils pouvaient
mettre en place des back-office pour suivre leurs clients, comment une partie de ce back-office peut être restituée au client pour que le client puisse suivre où en était son dossier. Et surtout, ils ont utilisé un truc tout bête dans les objets connectés qui est le GPS. Ils leur ont dit, si vous nous autorisez, nous, Meddépanneur, donc le nom de la structure, à vous géolocaliser, on va travailler pour vous en fait pour rentabiliser votre journée. On va augmenter votre panier moyen quotidien parce qu'on va pousser vers vous des demandes d'intervention qui seront près de là où vous êtes. Et à l'inverse, ils ont dit, en contrepartie, ça nous permettra de dire à des clients et de leur garantir une intervention sous 15, 20, 30 minutes. Ça nous permettra aussi d'instaurer de la confiance. On leur dira que, par exemple, on collectera, avant que l'artisan arrive, le montant de la réparation et on vous le restituera à vous, artisan, quand vous serez parti et que le client a dit « je suis satisfait ». Et donc, ils ont recréé de la confiance dans ce milieu-là. Et ça nous a beaucoup intéressés, alors que nous sommes assureurs depuis 80 ans maintenant. Mais en tout cas, on a fait des tests directement connectés à un plateau de gestion sinistre. Vous voyez qu'on avait plein de KPI qu'on suivait, taux de satisfaction de nos sociétaires, durée, délai d'intervention. Et à la fin, on l'a modélisé économiquement. Et on s'est rendu compte, sur le premier petit POC, qu'on gagnait de l'argent en faisant appel à mes dépanneurs. Parce qu'en fait, on diminuait le temps de gestion. Un gestionnaire Maïf, en fait, n'avait pas... il déclenchait l'intervention et ce temps-là, le coût de l'intervention plus ce temps-là, était au bénéfice de Maïf par rapport, en fin de compte, à un dossier sinistre qui s'étale dans le temps avec de l'insatisfaction. Donc ce POC, on l'a généralisé à plusieurs régions. Et au fur et à mesure, à chaque fois, le calcul du ROI était toujours à l'avantage de l'expérimentation. Et donc aujourd'hui, cette pratique-là est généralisée à l'ensemble de la chaîne de gestion sinistre Maïf. Voilà. Donc comment là, pour le coup, un POC devient un nouveau service supplémentaire au bénéfice à la fois de la start-up, des artisans, mais aussi de nos gestionnaires de sinistres et donc aussi de nos sociétaires. Je suis désolé, je sais que j'ai déjà dépassé le délai, mais je vais essayer de faire vite. Peut-être pour conclure, on en parlait en préparation avec Sandrine et Violette. On a des points communs, outre le modèle du Business Canva. Il y a aussi un outil qu'on exploite et qui est très intéressant, qui est la pyramide de valeur, en fait, revue, j'allais dire, à l'aune du digital. Là, vous avez sous les yeux la pyramide de valeur B2C, donc pour l'utilisateur particulier. Et on voit que vous avez un socle, en fin de compte, de motivation fonctionnelle, réduire les coûts, gagner du temps, ce genre de choses, qui, j'allais dire, constituent un peu le must-have de ce que doit être une proposition de valeur. Et vous verrez que plus vous montez, plus vous allez toucher des choses de l'ordre de l'aspiration, des motivations aspirationnelles. Quelque chose qui, quelque part, vous transforme, qui vous permet d'incarner ou d'illustrer qui vous avez envie d'être. Alors là, c'est les termes anglais, on parle de self-transcendance, mais je vais vous donner un exemple. Vous avez un besoin qui est de vous déplacer d'un point A à un point B. Et à la rigueur, c'est votre unique besoin. Probablement que pour cet unique besoin, dans l'économie de la fonctionnalité, le meilleur modèle, ça va être Uber, avec ce que ça va utiliser comme data, comme données, etc. Vous pouvez aussi vous dire, j'ai envie de me déplacer, mais j'ai envie de rencontrer des gens quand je me déplace. Ou j'ai envie de faire attention au modèle social d'entreprise dans lequel je vais consommer. Et je ne suis pas tout à fait à l'aise avec les travailleurs non salariés du modèle de Uber. Eh bien, cette aspiration-là, si vous faites attention à la chaîne de valeur, vous allez la décliner au niveau de la self-transcendance. Vous allez dire, ce que je vais essayer d'inventer comme modèle, c'est une coopérative d'autopartage, ou ça va être du covoiturage. Vous voyez ? Et c'est comme ça que vous allez transformer un petit peu, vous allez créer de l'attachement à la marque et de la fidélisation. Bien, moi, je crois que dans l'IoT, la valeur ajoutée, elle se fera pour ceux qui arriveront à faire une connexion entre ces valeurs très immatérielles a priori, le self-transcendance, l'impact, et la transcription de cela dans un modèle, dans un service. C'est-à-dire, quelles données je peux utiliser pour accomplir le niveau d'impact dont j'ai besoin. Et cette pyramide, vous l'avez aussi en B2B, donc dans le monde de l'entreprise.
et vous montrez, du coup, c'était ma conclusion, vous montrez comment, moi, avec l'équipe, j'essaye de la travailler. Je vais retrouver la même pyramide. On va travailler sur les prérequis, les must-have. Mais ce que je vous disais, c'est que plus on monte vers la pyramide, plus on va aller chercher de la différenciation, de la singularité. Nous, on croit beaucoup à ça. On croit beaucoup à la fois être compétitif vis-à-vis de nos concurrents sur le socle, mais aussi à se différencier, se distinguer sur le haut de la pyramide. Et c'est dans ce cadre-là, je pense, que la donnée, la collecte de la donnée, l'intégration d'une IoT peut créer de la différence quand elle est faite à bon escient. Voilà. Je vais m'arrêter là pour laisser de la place aux questions. J'ai pas donc j'en ai encore sous la pédale, comme on dit. Et peut-être que les questions me donneront l'occasion d'approfondir certains points. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation qui est très complète, et je pense qu'on aura un quart d'heure suffirait pas évidemment à vous poser toutes les questions que ça suscite. Moi, j'avais déjà une première question. D'ailleurs, il y a plusieurs participants qui ont remonté des questions un peu analogues. C'est au sujet peut-être de votre slide sur le puzzle. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec l'IoT, on passe d'un modèle de mutualisation, d'un business model basé sur la mutualisation à une hyper-personnalisation, ce qui pose peut-être aussi des questions pour un groupe mutualiste. Et du coup, la question que j'avais, c'est qu'est-ce que l'IoT change au business model de l'assurance? Est-ce que ça change quelque chose? Et dans quelle mesure les POC ont peut-être permis de trouver peut-être des réponses, des solutions à ce point-là? Oui, évidemment, c'est une question, j'allais dire, dont on n'a pas complètement fini de trouver la réponse. C'est-à-dire que c'est une question récurrente et je crois que c'est salutaire de ne jamais penser qu'on aura fini d'y répondre, parce que sinon, c'est courir un vrai danger. Je crois qu'il y a deux façons d'y répondre et de l'interpréter. Il y a une réaction défensive, un peu par défaut, c'est-à-dire comment Maïf peut se protéger d'un IoT exacerbé qui viendrait rendre caduque, has-been, le principe de l'entraide, de la solidarité, du mutualisme. Première façon de répondre à ça, c'est rien à voir avec l'IoT, c'est à cause de l'IoT, c'est de travailler à la pédagogie, redonner du sens à l'assurance. Ce que ça veut dire que d'être assureur mutualiste. Un exemple très concret, il y a un an, il y a plus d'un an maintenant, largement plus, mais premier confinement, on est, je crois, à 3 mois à peu près sans utiliser la voiture. Nous, mutualistes, j'allais dire, qui avons une approche un peu différente de par notre modèle économique de notre métier d'assureur, on restitue 100 millions d'euros à nos sociétaires parce que forcément, pendant que leur voiture ne conduisait pas, nous, on n'avait pas de sinistre. Donc vous voyez, ça c'est une façon, par le sens de l'assurance, de lutter contre l'hyper-individualisation, personnalification de ce que l'IoT pourrait créer, était en train de créer. Puis après, il y a une approche, j'allais dire, un peu plus proactive, plus audacieuse de l'IoT. Nous, par exemple, on a déjà réfléchi, on a regardé sur comment le partage de données entre nos sociétaires peut les impliquer tous ensemble dans des défis collaboratifs. On a créé dans notre filiale Altima un dispositif assurantiel collaboratif aussi entre des sociétaires. Ils s'assurent dans une petite poche mutualiste et ils sont tous ensemble intéressés à la bonne sinistralité de leur petit collectif. Et quand ce collectif, en fin de compte, en fin d'année, est vertueux, il y a un cashback qui se déroule. Mais pour ça, il faut accepter d'avoir de la donnée et de se la partager. Dans d'autres secteurs, quand je regarde ce que font d'autres grands promoteurs immobiliers en termes de projets de R&D, la lutte contre le réchauffement de la planète, par exemple, l'usage des énergies dans un quartier passera probablement par une volonté de partager des données. Donc, on acceptera de partager ces données, mais pour un bien supérieur. Eh bien, je crois que ce principe-là, en fin de compte, peut aussi servir le mutualisme dans l'assurance. En tout cas, c'est la conviction que l'on a. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'ai une deuxième question sur les POC, justement. On est à un moment effectivement où je pense que votre marché, il y a pas mal de startups qui rentrent sur le marché, qui essayent de proposer des choses alternatives. Les business models des startups reposent souvent sur des POC dont le modèle économique est pas forcément évident.
comment vous positionnez, par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que la rentabilité du POC est nécessaire avant de lancer quelque chose? Ou est-ce que vous pouvez être dans un modèle plus exploratoire type start-up? Typiquement, vous parliez du boîtier tout à l'heure en disant il n'y a pas forcément un modèle économique lié au boîtier. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être des projets sur lesquels il ne faut pas chercher la rentabilité, mais que c'est le temps quelque part qui apportera ces nouveaux modèles économiques? Quelque part dans votre réponse, en fait, vous définissez déjà ce qui relève de la start-up proprement dit d'un grand groupe. Une start-up, soyons clairs, ne fait pas de POC. Une start-up ne fait pas de R&D. Elle n'a pas cet enjeu d'aller trouver une croissance rentable sur le POC. Une start-up, en fait, elle lève de l'argent pour essayer d'incarner une conviction. On parle souvent de la vision du fondateur. Et souvent, il faut 2, 3, 4, des fois plus, plusieurs années pour qu'une start-up trouve la rentabilité, la croissance rentable de ce modèle. Un exemple que j'ai eu la chance de bien connaître et de bien suivre, c'est, encore une fois, c'est Blablacar. Covoiturage.fr, ça doit être lancé en 2004. On s'associe avec covoiturage.fr en 2007, au départ simplement pour rassurer sur le risque du covoiturage. Donc en gros, c'était un encart naïf sur la homepage de covoiturage.fr. 2013, ça doit être le premier millionième utilisateur de Blablacar. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et je ne crois pas dire de bêtises en disant que Blablacar a trouvé sa rentabilité dans certains pays il y a seulement 2-3 ans. Et donc, à un moment donné, c'est bien parce que quelqu'un a porté une vision de la mobilité par le covoiturage qu'il a réussi à convaincre ses investisseurs, qu'il a montré évidemment des indicateurs à la hausse, en croissance, et toujours de plus en plus intéressant, qu'à la fin, très longtemps après, on trouve de la rentabilité. J'allais dire, le problème ou la difficulté des grands groupes, c'est paradoxalement, en fin de compte, d'avoir trop lu de choses sur les startups. C'est de se dire qu'en tant que grand groupe, on peut aussi être une startup. Moi, je crois que la vertu, enfin les forces d'un grand groupe, c'est la vertu du temps long. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte du temps que met un grand groupe, en fin de compte, à faire des POC, à explorer. C'est plutôt, c'est un peu l'allégorie du lièvre et de la tortue. Je pense qu'un grand groupe a l'endurance nécessaire pour se donner du temps dans une innovation. Et je pense qu'il ne faut pas vouloir se comparer à une start-up. Enfin, le deuxième point que je voudrais toucher du doigt à travers votre question, Violette, c'est dans l'assurance, on voit beaucoup de start-up en fin de compte qui sont présentées par la presse en général comme des insurtech, donc des start-up de l'assurance. Mais en réalité, sur toutes les startups de l'assurance qu'il y a aujourd'hui sur le marché en France, il y en a peut-être 10 ou 15% seulement qui sont réellement des assureurs. Les autres, en fait, rappelez-vous la chaîne de valeur de tout à l'heure, ce sont en fin de compte plutôt demain des futurs partenaires ou des partenaires actuels, des assureurs un peu historiques, qui vont venir optimiser un élément de la chaîne de valeur. Mais j'allais dire financièrement, pour revenir au sens même, ce n'est pas eux qui vont porter le risque. Ils vont apporter un plus dans la facilité de souscription, dans un algorithme de tarification. Mais ils ne vont pas, à eux seuls, révolutionner le métier de l'assurance. Donc, il faut faire un petit peu attention aussi à ça. Moi, je crois qu'il n'y aura pas il y aura plus un enjeu tout aussi compliqué d'hybridation avec ces acteurs-là que de lutte contre une disruption qui viendrait de ces acteurs. Après, en écho à ce que vous dites sur ces collaborations peut-être avec ces acteurs, ce qu'on craint souvent quand on parle de POC, c'est le passage à la mise à l'échelle. En disant, les entreprises ont plein de POC, mais finalement, combien voient le jour? Est-ce que entre le moment où finalement on a testé des choses et le moment où ça se déploie, combien de temps se passe? Et est-ce qu'il y a l'agilité de mettre en place tout ça avec des contraintes réglementaires, et cetera? Et peut-être la question sur que ce soit les exemples que vous avez cités ou peut-être d'autres, pour vous, c'est quoi les facteurs clés de succès pour passer à l'échelle et peut-être les facteurs clés d'échec? Ce qu'il faut jamais faire comment on peut rater au mieux le passage à l'échelle? Alors, dans les facteurs clés de succès, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, il y a vraiment une histoire de timing. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas vouloir brusquer les machines quand on est dans des groupes comme les nôtres,
Il faut jouer ce rôle de poil à gratter. Moi, j'ai porté cette étiquette longtemps et j'en suis assez content, mais il faut être empêcheur de tourner en rond, il faut stimuler, il faut être un petit peu des corporate hacking bienveillants, et en même temps, il faut tenir compte de l'histoire, de la culture de sa boîte, et je pense il faut porter un peu cette gravité au sens noble du terme du rapport au temps, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'on propose, c'est le bon moment pour la boîte, est-ce que c'est le bon moment sur le marché? Et quand on sait qu'on est très en avance de phase, moi je pense que c'est l'erreur que j'ai faite typiquement sur un projet comme Zaleo, c'est de trop exposer le projet alors que je savais qu'on était trop en avance de phase. Et donc, j'ai peut-être créé en fin de compte une forme de jurisprudence sur ce type de sujet, alors qu'aujourd'hui, si on lançait le projet, peut-être qu'on aurait peut-être eu plus de succès. Enfin, bon, faut, à voir. Hein. Maintenant, les acteurs en place sont difficilement délogeables. Donc, premier facteur clé de succès, le rapport au temps, le bon timing. Le deuxième, je crois qu'il y a, comme dans toute innovation, il faut qu'il y ait un terreau hyper favorable pour que ça prenne. Il faut qu'il y ait un change management qui soit anticipé, qui intègre en fait toutes les parties prenantes, c'est-à-dire du top management pour avoir le sponsorship, etc., mais aussi jusqu'aux gestionnaires, c'est-à-dire jusqu'aux collègues qui vont être perturbés dans leur quotidien parce que l'innovation va arriver. Et ça s'anticipe en fait. Ce danger parfois de mettre les collègues devant le fait accompli peut venir en fait casser une dynamique, parce que quand on se met à la place d'un patron de réseau, lui, il doit tenir en fin de compte la salle des machines, quoi, avec tous les gens qui bossent dessus. Et la moindre perturbation, ça se voit tout de suite dans les résultats de la boîte. Et donc, j'allais dire, préparer le terrain, amener les choses doucement, les intégrer dans l'innovation qui va arriver, leur donner du sens. Le change management est selon moi, en plus de toutes les évidences, quelque chose d'extrêmement important. Et puis, le troisième facteur clé de succès, pour en citer que trois, ça se retient mieux, je dirais qu'il y a... je ne sais plus comment Léonard de Vinci disait ça, mais vous savez, c'est la vision globale, c'est l'homme complet, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est très très bien d'être hyper impliqué sur l'innovation qu'on porte. Je pense qu'à un moment donné, prendre de la hauteur et relativiser cette innovation sur l'ensemble des défis que traverse la boîte pour avoir cette idée de la pensée systémique stratégique de la société et se rendre compte que si jamais j'industrialise mon innovation, ça se fait au détriment d'autre chose qui a peut-être plus de valeur, plus d'importance pour l'entreprise, alors c'est de mon devoir quelque part de penser à l'intérêt supérieur de l'entreprise et de ne pas trop pousser pour que l'innovation soit industrialisée. Donc, j'allais dire, le sens stratégique en troisième facteur clé de succès me semble important. Ça passe par beaucoup de discussions internes, être au courant de ce qui se passe, ne pas être dans son couloir de nage, croiser les infos. Voilà. Ça me semble effectivement hyper important. Et pour parler des facteurs clés d'échec. Ouais, des facteurs clés d'échec. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut aujourd'hui être une tentation très très forte. C'est tech after all, quoi. C'est la tech pour la tech. C'est je veux sortir mon truc parce que je suis capable de le faire. Donc c'est l'outil existe, donc j'y vais, je le fais, mais je vais faire un démonstrateur informatique ou IT. Ça va prendre plein de jours hommes, mais à la fin, en fin de compte, il n'y aura pas d'usage. Ça peut être une tentation parfois qu'on voit venir. Ça fait une bonne transition avec peut-être la dernière question que je voulais vous poser, à savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le titre que vous avez choisi avec ce jeu de mots sur le superflu numérique? Oui, bah c'est parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir cette espèce d'autodérision ou comment dire, cette prise de recul nécessaire pour situer au juste niveau ce qu'on veut faire. Je vous donne un exemple réel et très simple. Dans mon équipe, on pilote toute la trajectoire d'APIisation des offres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des partenaires, notamment digitaux, qui seraient des bons partenaires pour valoriser nos produits et donc avoir des clients qui y souscrivent. Donc, on APIse des offres. Et puis, avec l'un des partenaires, on se rend compte qu'à un moment donné, pour d'autres raisons, l'API, on doit la mettre un petit peu en stand-by, la retravailler pour qu'elle soit mieux calibrée et qu'elle soit plus efficace sur la suite. Donc, on débranche l'API, donc ça veut dire qu'il n'y avait plus de solution pour souscrire à nos produits d'assurance via le parcours du partenaire. Donc, on se dit, OK, entre-temps, en fait, on met en place un bon vieux plateau
téléphonique pour faire du rebond commercial. On fait tout ça et on se rend compte qu'en fait, ce dispositif, ce plan B, est plus efficace que l'API. Et du coup, ça nous interpelle, parce que du coup, ça vient clairement, en fin de compte, nous dire, mais est-ce qu'on a bien fait le bon business plan du mode de distribution apaisé? Est-ce qu'on l'a bien comparé au reste? À quel moment ce sera plus intéressant? Ou quelles seraient les lignes? Vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est avec des acteurs de la tech, on pense spontanément à API, enfin des choses très, très, très modernes, alors qu'en fin de compte, pour le moment, on a presque un doute en se disant si ce n'est pas un bon vieux modèle de rebond commercial téléphone qui ferait affaire. Voilà, alors je grossis le trait, je caricature volontairement, mais vous voyez, cette logique de superflu, elle est présente en fin de compte dans plein de petits projets comme ça. Oui, c'est ce que vous disiez aussi sur finalement la donnée la plus utile, c'est à quelle heure il prend sa voiture et peut-être davantage que toutes les données de télématique que vous pouviez croiser finalement. Alors, oui, et avec une valeur de cette donnée là aujourd'hui dans ce contexte de marché. Et je ne voudrais pas que dans 10 ans, on ressorte la vidéo de ce soir et que je sois complètement has-been. Certainement qu'il y a tout un tas de données télématiques, comme on inventera des modèles, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses aux États-Unis qui se font pour des early adopters avec des compagnies d'assurance qui se sont montées que sur ce modèle-là. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place. Mais en termes de mass market, de tectonique des plaques majeures, aujourd'hui, je pense que faut vraiment être vigilant dans les projets IoT qu'on engage. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'autres questions, mais on ne pourra pas toutes les traiter ce soir. Sandrine, je laisse peut-être. Oui, merci beaucoup Thomas. Moi, je vais conclure en quelques secondes. Merci d'ailleurs pour ces derniers mots qui remettent en évidence le fait que la technologie doit être au service de la désirabilité. Hein. Ensuite, on a la faisabilité, bien sûr, et donc notre viabilité. Donc voilà, merci encore de nous avoir permis d'illustrer et de participer à nos webinaires. Je donne rendez-vous à tout le monde le 9 décembre. Nous enverrons un mail, bien sûr, avec toutes les informations. On poursuivra avec les POC, l'aspect encore plus financier, la viabilité financière. Et pour cela, ce sera Emmanuel Gavache, président directeur général d'Eridanis, donc spécialisé dans l'IoT B2B, un ancien de l'école, Emmanuel, un serial entrepreneur qui nous fera le plaisir de venir parler de ces sujets. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous revoir. Et merci encore infiniment, Thomas. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir.